RFI. Este ora 11 și 22 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să rămâneți alături de noi pentru următoarele 2 ore în care vom vorbi despre Batu să taci. Toate toa, în limba franceză, este un eveniment organizat de Institutul francez din România și Ambasada Franței în cadrul celei de-a 7-a ediții a Forumului Inițiativelor Tinerilor și a Nopții Ideilor. La Institutul se întâmplă, organizat deci de Institutul francez, care a avut mai multe întâlniri de la începutul lunii februarie și până pe 9 martie. Pe 26 februarie, de la ora 14 la ora 21 la Arcub, în București, și în toate antenele Institutului francez din România se vor desfășura alte întâlniri. Două invitați astăzi, 2 ore pe care le vom petrece în limba franceză cu 2 invitați care vin din fiecare din universul lui, destul de diferit, dar care au venit să ne vorbească despre experiențele lor, fie în Franța, fie în alte țări și fie chiar în România. Și vom începe imediat cu un tânăr care ne vine din Franța, Ashraf Manar, care este fondatorul unei asociații intitulate Destin Lié. Despre ea ne va vorbi în minutele următoare, dar și despre parcursul său. Ashraf Manar, bonjour. Merci infiniment de votre visite. Vous êtes cofondateur de l'association Destin Lié, responsable de justice climatique à la Fondation européenne pour le climat. On va parler de votre parcours, on va parler de votre association, mais aussi de l'avenir. Est-ce que votre génération, avec nos générations, plusieurs, parce que j'ai trouvé ça très intéressant dans votre credo, c'est que vous liez toutes les générations, vous nous préparez, vous avez comme réflexion pour la justice climatique. Mais d'abord, est-ce qu'on peut définir ce terme de justice climatique? En gros, c'est le fait de dire il y a une catastrophe qui est en cours, la crise climatique. Elle est le fait de l'homme, évidemment. Et le problème de cette crise, c'est qu'elle touche d'abord celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Donc les habitants en quartier populaire, les habitants en zone rurale, les habitants par exemple dans les pays du Sud global. Et c'est le fait de dire ces groupes sociaux-là sont les moins responsables de la crise climatique, et pour autant ce sont celles et ceux qui subissent en premier les conséquences de la crise climatique. Donc la justice climatique, c'est le fait de dire il faut soutenir en premier lieu ces groupes sociaux, justement pour faire face à ces conséquences. Faites-moi comprendre un peu mieux. Si je comprends bien, en fait, c'est que c'est simple de dire les fermiers polluent parce qu'il y a un élevage de vaches. Mais si on enlève les vaches, qu'est-ce qu'on met à la place? Parce que le fermier, c'est un fermier. C'est un peu ça? Exactement, c'est le fait de dire il y a tout un tas de gens, effectivement, les fermiers, les paysans, ça rentre dedans, les habitants de zones rurales qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer, par exemple. Voilà. Elles polluent avec leur voiture, mais elles ne peuvent pas faire autrement. Et c'est généralement pour aller au travail. C'est compliqué de faire descendre des décisions politiques sur le climat sans prendre en compte la réalité sociale des gens. Et c'est trop facile de montrer du doigt celui qui a une voiture et qui habite dans une zone rurale isolée, complètement isolée, et qui est complètement perdu sans sa voiture. Exactement. C'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de travailler spécifiquement, c'est le pouvoir d'agir des habitants. C'est le fait de dire, ces habitants-là, ils ont tout un tas d'enjeux personnels, le travail, la mobilité, le logement, l'alimentation. On a besoin de les inclure pour participer à la décision politique, qui ne subissent pas des décisions qui viennent d'en haut, mais qui participent à les construire. Et comme ça, on peut trouver des solutions communes. Je vous propose qu'on écoute maintenant 2 minutes et quelques d'un petit son que j'ai tiré de votre site de l'association Destin Lié et qui présente très bien en fait les choses. Et moi personnellement, ça m'a donné de l'espoir. J'ai trouvé ça rafraîchissant. Ascultăm un mic sunet și revenim după aceea în studio. Nous sommes les enfants de Mounia, les sœurs et frères de ceux qui ne peuvent se taire, les enfants des hommes sandwich de l'abbé Pierre, et au resto du cœur de ceux qui les partageaient. Nous sommes les enfants des marcheurs qui sur la route avançaient, mais aussi des agriculteurs qui la bloquaient, les enfants des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles et de toutes les autres s'étant battues pour leurs droits, les enfants des travailleurs assis à la gare Rosa Parks, habituellement debout, même sous leur propre toit. Nous sommes les enfants des lanceurs d'alerte pour le climat, maintenant sœurs et frères des jeunes pour le même combat. À travers leurs récits, nous apprenons, à travers leurs archives, nous témoignons. Du pouvoir de repenser notre façon de faire communauté, de la puissance de l'écho de voix unies.
Nous sommes spectateurs de l'éclat de leur victoire. Nous connaissons les clés de leur succès tout en faisant face à d'autres verrous. Nous avons la tête dans les célébrations passées, les pieds ancrés dans notre réalité. Parce qu'un étudiant sur 2 ne parvient ni à se nourrir ni à se loger. Qu'un quart des bénéficiaires des banques alimentaires ont moins de 25 ans. Parce qu'avant que les jeunes deviennent la catégorie au chômage la plus exposée, 80 000 d'entre eux sortent du système scolaire sans qualification tous les ans. Comment trouver chaussures à son pied quand les écoles, transports et musées sont si éloignés? Comment sauver sa face quand elle ne peut être rapidement soignée? Alors que l'idéal appelle à l'équité territoriale, plus de 30% de nos gens vivent dans un désert médical. Comment savoir sur quel pied danser quand ceux de nos parents jonglent avec la précarité? Tandis qu'au secours catholique, les mères isolées sont le profil le plus souvent rencontré. La Fondation Abbé Pierre, les voix se multipliaient dans les rues et au 115 refusées. Comment garder la face quand elle est sans cesse dévisagée? Pendant que les crimes et délits racistes, xénophobes et antireligieux ne cessent d'augmenter, Les immigrés sont encore et toujours discriminés. Parmi les plus pauvres, ils sont ironiquement surreprésentés. comment garder les pieds sur terre quand elle est en train de brûler? Nous sommes poussés à perdre pied face au cumul de pénalités. D'abord condamnés à être les premiers touchés, nous choisissons d'être les premiers concernés. Des proies aux inégalités, devenus des acteurs décidés. Des milliers de cris n'en forment qu'un. Un coup d'œil dans le rétro, 2 yeux rivés vers le futur, notre destin pris en main. Nous sommes liés. Nous sommes porteurs de l'histoire des anciens, créateurs de la nôtre, de leurs histoires à notre espoir, d'une histoire à raconter à une nouvelle à écrire. Destin lié. 2 mots, une ambition. Construire un mouvement intergénérationnel et une société fondée sur la justice sociale et climatique pour détruire la misère, comme Hugo l'a affirmé. 2 mots, 3 principes. justice, entraide, dignité. Destin lié est un vent d'espoir qui s'organise et se forme. Un souffle d'entraide qui se nourrit de chaque geste, car chaque petite action déteint sur ton voisin et te lie à la communauté. Alors ensemble, réduisons les coûts des inégalités, mettons leur point. Très beau texte. Merci Ensemble, beaucoup. réduisons les inégalités. Ce que tu fais toi aujourd'hui, ça empiète sur le bonheur de ton voisin. On a oublié en fait ce genre de principes qui sont du bon sens en fait. Exactement. Je pense qu'on est dans une période où on nous pousse à être divisés les uns les autres, à toujours essayer de chercher la faille. On est souvent fragmentés déjà territorialement. En France spécifiquement, il y a les habitants qui sont spécifiquement quartiers populaires, d'autres qui sont en zone rurale et qui ne peuvent pas partir. Et comme on ne se voit plus, on ne se comprend plus. Et on est fragmenté du coup aussi en termes d'information. Et c'est facile de nous monter les uns contre les autres, c'est facile de raconter que le malheur que tu vis, il est dû à un autre groupe social. Voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est juste de dire on a beaucoup plus de points communs que ce qu'on pense. Et justement, l'enjeu d'être divisé, on doit le dépasser. Et on le dépasse en liant nos destins. On a des enjeux communs, discutons-en, autour de valeurs très concrètes, la justice sociale, l'entraide, comment on peut retrouver cette valeur-là principale de s'entraider, et la dignité pour pouvoir vivre de façon digne dans un monde sain. C'est très fédérateur comme discours, je dois l'avouer, ça m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'ai extrait ce petit son pour ce matin. Et puis j'ai regardé un peu votre parcours et je me suis dit que vous avez quand même beaucoup d'atouts pour parler à toutes les générations et à des gens qui viennent de tout type d'univers. Parce que déjà, je trouve ça absolument adorable. Auvergnat d'origine marocaine. Exactement. Ah, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Alors expliquez-moi un petit peu. Oui, mes parents, ce sont des Marocains, ils sont nés au Maroc. Mon père dans l'ancienne Médina de Casablanca, ma mère dans une petite ville à côté de Fès. Mon père est venu en France parce qu'il a eu la chance d'avoir le bac et qui était déjà quelque chose d'exceptionnel au Maroc. Et moi, du coup, j'ai eu la chance de naître en France, dans un quartier populaire d'abord à Bordeaux, à la cité Grand Parc. Et puis ensuite, on a déménagé en zone rurale. De l'autre côté de la France. Côté, exactement. En Auvergne, en Haute-Loire. Et donc dans un environnement qui est complètement différent. Et c'est de là qu'est venue l'idée aussi de dire destin lié, parce que moi j'ai grandi dans 2 univers qui sont complètement différents, et où justement j'ai vu les divisions et les points communs. Et donc ce que je me suis dit avec un groupe d'amis avec lesquels on était engagés depuis tout jeune, c'est organisons un espace dans lequel on peut connecter à la fois ces gens-là, les générations, les diasporas avec celles et ceux qui habitent en France. Voilà, donc effectivement, Auvergnat,
franco-marocain avec la double nationalité et c'est une richesse. Voilà, donc vous passez un peu d'une ville moderne, étudiante, vous habitez dans un quartier, il était comment votre quartier à Bordeaux, vous vous souvenez? Eh ben, c'est une des 2 cités de Bordeaux. Donc cité un peu exactement. HLM, j'imagine. Exactement, ça fait partie des grands ensembles qui ont été construits dans les années 60-70, donc qui ont accueilli beaucoup d'immigration en fait et beaucoup de nationalités différentes, donc très multiculturel. Donc au départ, je grandis dans un environnement où il y a 50 nationalités quoi. Et évidemment, mais qui a aussi ses problèmes. C'est ce que j'allais dire, qui a aussi ses problèmes d'accès aux services publics, de discrimination, d'enjeux liés à l'école aussi, parce que généralement les jeunes qui naissent ou qui habitent en cité ou en quartier populaire, c'est plus dur pour elles et eux d'aller faire des grandes études, de tout simplement choisir faire des études, de choisir leur trajectoire en fait, qu'elle soit la voie professionnelle ou la voie du supérieur. Le fait de choisir son parcours, c'est plus dur dans ces endroits-là. Et en zone rurale, c'est complètement différent. Je me retrouve à être effectivement... À Sainte-Florine, une petite... Exactement. Un petit village, petite ville, je sais pas, de 3000 habitants, grosso modo, 3700 il y a 3-4 ans. Donc, exactement. Voilà. Et à la campagne. À la campagne. Dans une belle région, toute verte, j'imagine. Dans une très belle région, voilà. Qui connaît aussi ses difficultés. Sainte-Florine, c'est une ville qui est collée à une autre petite ville qui s'appelle Brassac-les-Mines. Donc c'est dans le nom. Donc qui était une ancienne... Brassac-les-Mines. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas compris. Brassac-les-Mines. Il y a des mines. Voilà, une ancienne zone minière qui du coup s'est désindustrialisée, qui est devenue petit à petit une zone agricole. Et donc aussi avec toutes les difficultés sociales, économiques qu'on connaît dans les zones désindustrialisées en zone rurale. Donc là aussi des points communs en termes de difficultés d'accès aux services publics, difficultés par exemple en termes de désert médical, difficultés de mobilité. Voilà, j'ai vu et vécu tous ces points communs. Donc effectivement, ça me positionne de façon particulière pour comprendre et pour avoir de l'empathie pour ces 2 groupes. Moi, je pense que vos parents ont pris la meilleure décision pour casser un peu le cercle vicieux, parce que c'est trop facile de dire, voilà, je reste là parce que je suis arrivé là, et puis j'ai un certain confort, si on peut appeler ça, mais déménager à l'autre bout du pays et changer complètement d'univers, ça, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Et donc, ça part de là. Merci d'avoir partagé ça avec nous, parce que je pense que c'est ça qui vous a donné aussi envie de créer cette liaison, et probablement aussi l'éducation à la maison. Exactement. Je pense que vos parents vous ont appris des choses. Totalement. C'est pour ça que le lien intergénérationnel, pour moi, il est indispensable. J'ai une admiration infinie pour mes parents. Ils ont effectivement tout quitté le pays qu'ils connaissaient, le pays où il y avait leur famille. Ils ont quitté très jeunes, très tôt. Ils sont venus s'installer en France, apprendre une nouvelle langue dans l'adversité, en vivant tout un tas de difficultés. Et donc effectivement, les valeurs qu'ils m'ont transmises à la maison, c'est des valeurs incroyables. Mon père vient d'une famille qui est engagée. Son père, lui, était ouvrier au port de Casablanca et délégué syndical. Donc, compliqué le port de Casa. Exactement. Et donc, il a grandi dans cet écosystème, il a grandi dans le fait aussi de dire on a besoin de s'engager pour les autres, le collectif c'est très important, la politique au sens noble du terme, pas au sens forcément seulement électoral, mais au sens noble, au sens vie de la cité, c'est très important. Et donc oui, il m'a transmis toutes ces valeurs, et ma maman, elle a une toute autre trajectoire. Elle a grandi dans un pays à un moment où les différences entre les hommes et les femmes étaient très grandes, où c'était particulièrement le cas dans les enjeux d'éducation. Ma mère, c'est une femme brillante, mais à qui on a coupé le chemin de l'école très tôt, en fait, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais c'était particulièrement dur à cette époque-là. Et donc, le fait de se concentrer sur l'école, se concentrer sur le fait d'apprendre, de bien réussir à l'école, elle savait que c'était notre seule porte de sortie, parce qu'on n'en a pas d'autre, on n'a pas d'héritage, on ne vient pas d'une famille riche, mais l'école, c'était notre porte de sortie. Et ça, quand on vous l'apprend aussi jeune, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Et en plus, elle nous a beaucoup inculqué le fait d'avoir bon cœur. Et c'est ça que je garderai toujours de mes parents. Donc, je leur suis redevable à vie. Vous avez des frères et sœurs ? Exactement, j'ai un petit frère et une petite sœur. D'accord. Bon, alors, Destin Lié, parlez-moi un peu de cette association. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous faites ? Alors, justement, on a commencé à s'engager quand on était plus jeune sur les questions d'éducation.
de par nos vies, en fait, on a été beaucoup à avoir subi soit des désorientations scolaires, soit des difficultés à payer nos études, etc., à se loger, etc. Et donc, on s'est retrouvés avec des jeunes qui venaient de quartiers populaires, de zones rurales, de différents endroits, de classes populaires de façon générale, et de se dire, OK, on va essayer de mettre en œuvre des actions pour nos petits frères et nos petites sœurs. Donc, au départ, on a commencé comme ça. On s'est vite rendu compte, en déployant énormément d'efforts, qu'on était en train d'essayer de mettre un petit pansement sur une hémorragie. C'était 150 jeunes bénévoles actifs qui travaillaient sur ces questions-là toute l'année, pour 6000 jeunes. Et en fait, on s'est rendu compte que malgré nos efforts bénévoles, ça suffisait jamais à remplir l'immense trou béant qui existe sur les questions d'inégalité dans l'éducation. Et donc, Destin Lié est venu de ça. Avec ce groupe d'engagés, justement, et on a créé des liens super forts, on s'est dit, OK, on a besoin d'aider nos petits frères et sœurs, non pas seulement à faire des petites actions, mais à construire leurs propres organisations. Donc, Destin Lié, c'est ça, le premier espace national qui regroupe des collectifs portés par des jeunes de quartiers populaires, de milieux ruraux, des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes mineurs isolés. Voilà, en disant, on a un espace dans lequel on peut apprendre ensemble et déconstruire les clichés qu'on a les uns envers les autres. Destin Lié s'est formé où? Dans quelle ville? En fait, vous avez créé... Parce que vous avez fait des études, j'imagine que c'est à l'époque de vos études, non? Que vous avez démarré ça? C'était vers la fin de mes études. D'accord, donc vous étiez à Paris, parce que vous avez fait Exactement. des études en Auvergne, à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Et ensuite à Paris. Exactement. Donc vous étiez à Paris. J'étais Ça, plus exactement pas- à Saint-Denis. Ah, À Saint-Denis, qui est encore ville dans le 93, Ah ouais. Le 9-3. le 9-3, en quartier populaire, Ouais. et qui est une des villes dans lesquelles je me suis le mieux senti, en fait. C'est vrai? Parce que, en fait, moi, il y a peut-être un sujet, c'est que j'ai tellement bougé dans des endroits différents que c'est difficile de trouver un endroit dans lequel vous vous dites c'est vraiment votre maison. Il y a ça comme sujet. Et quand je me suis installé à Saint-Denis, j'ai vraiment ressenti ça à ce moment-là. Donc, effectivement, on l'a créé physiquement à Saint-Denis au départ. Là, vous êtes vraiment un des cœurs des problèmes, en fait, à côté de Paris. Là, il y a Exactement. des gens qui vivent dans des conditions assez précaires. La jeunesse n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est ce cercle vicieux dont je parlais un peu tout à l'heure. C'est vraiment un des départements qui pose souvent des problèmes parce qu'on n'a pas réussi à intégrer, je pense, non? C'est ça? Oui, C'est- il ou effectivement, il concentre les difficultés. C'est un département très jeune, mais effectivement, il concentre les difficultés parce qu'il y a eu des difficultés sur les questions éducatives, il y a eu des difficultés sur les questions de façon générale de précarité. Et donc, quand vous concentrez les soucis, effectivement, les gens ont du mal à bien vivre dans cet espace. Donc voilà, ça avait beaucoup de sens. Donc c'est dans aussi. ce cadre que vous avez construit Exactement. cette association Exactement. Destin Lié. Avec qui? Vous êtes cofondateur, donc c'est Cofondateur. vos collègues de lycée, de fac, ou avec vos voisins de Non, de c'est Saint-Denis. donc on est 8 cofondateurs. On s'est pas rencontrés à la fac, on s'est rencontrés vraiment sur le terrain de l'engagement. Donc il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens qui viennent de plein de villes, de quartiers populaires autour de Paris, qui viennent de zones rurales. Donc ils ont comme point commun de venir de milieux populaires. Donc d'avoir connu ces difficultés-là liées à l'éducation, d'avoir connu l'enjeu de quitter sa famille pour essayer d'aller faire sa vie, etc. Et c'est ça qui nous a regroupés. Donc voilà. Et c'est une bande du coup qui est devenue amie en fait. Ouais. Par l'engagement, parce qu'on partage des valeurs fortes et qu'on avait envie justement de continuer à garder bon cœur et de soutenir les collectifs de nos petits frères et nos petites sœurs. Quel type d'action vous faites et avec quels moyens? Alors, c'est une très bonne question. Quel type d'action? On a des actions de formation d'abord. Il y a une difficulté qui est très très forte quand on s'adresse à des gens qui vivent en milieu populaire, c'est on pense que notre voix ne compte pas, on pense que notre action ne peut rien changer. Donc nous, on a un système qui nous permet de former justement ces personnes-là sur des week-ends de 2 jours au pouvoir d'agir. Donc le fait de dire non, votre voix, votre engagement, il compte. Vous pouvez faire la différence. Et donc, on a toute une formation sur... en anglais, ça s'appelle Community Organizing, mais on va dire organisation collective. Et c'est une méthodologie très, très précise qui permet justement de faire passer les gens de premiers touchés à des gens premiers concernés et d'être eux-mêmes acteurs des urgences qui les concernent. Donc, très concrètement, à quoi ça ressemble? On va rassembler des gens qui sont dans un même lieu, dans un même quartier, dans un même village.
on va les écouter d'abord. Puis ensuite, ils vont définir quel est le problème commun qu'ils ont. Généralement, ça peut être une urgence. Je vous donne un exemple. J'étais dans un quartier à Marseille. L'urgence principale de ces jeunes-là, c'était le fait de se chauffer l'hiver. Nous, on est venus en pensant que ça allait être l'éducation, que ça allait être l'orientation scolaire, etc. La sécurité. Et en les écoutant, c'était le fait de se chauffer l'hiver. Imaginez. Donc, à partir de là, une fois qu'on détermine une problématique commune, en fait, on peut déterminer qui est le responsable, qui peut y changer quelque chose, quel est le décideur. Et de monter une campagne qui travaille sur ces questions-là. Donc, est-ce que c'est le bailleur social? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est le département? Etc. etc. C'est un bon exemple. Donc, vous étiez... Ça, c'était un quartier, c'était un Exactement. immeuble, c'était comment? C'était quoi? un quartier à Marseille, Un quartier à Marseille. un centre social. D'accord. Et c'est exactement Et ça il la n'y avait pas de méthodologie. chauffage en hiver. Il doit faire Exactement. froid en hiver à Marseille parce qu'il y a Ah, du c'est vent. clair. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je sais pas, je connais pas Marseille en hiver, mais quand même, vu le vent qu'il y a en été, ouais, il doit il faire assez C'était assez marquant. froid. Mm. Donc, ces gens-là, pourquoi ils n'avaient pas de chauffage? En fait, il y a plein de difficultés. Typiquement, dans une des cités qui était à Marseille, dans laquelle on discutait avec les jeunes, en fait, il y a un seul système de chauffage pour toute la cité. Et en fait, quand il tombe en panne, c'est tout le système de chauffage de la cité La cité qui est en panne. Qui est en panne. Voilà. Ça, en Donc, Bucarest, on reconnaît. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un très bon exemple et il y en a un millier d'autres. Pour d'autres endroits, c'est l'alimentation. Pour d'autres endroits, c'est la discrimination et le lien avec la police. Et dans ce cas précis, parce que c'est un bon cas d'école, on va dire, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution et comment la solution a changé les gens? Généralement, nous, on vient pas avec le fait de dire voilà votre problème, voilà la solution que vous devez mettre en face. Parce que du coup, ça rentre pas dans l'angle vous avez un souci, c'est à vous de vous organiser avec votre communauté. Nous, on vient avec la méthode. Et donc, typiquement, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est que les jeunes, ils n'étaient pas conscients de la force qu'ils avaient. Typiquement, ils ont des influenceurs qui sont très, très suivis dans leur groupe de jeunes. Et ils se sont jamais dit comment on peut utiliser nos amis qui sont influenceurs, influenceuses avec leurs immenses communautés pour justement faire un appel au bailleur ou faire un appel au maire. Par exemple. Voilà, nous c'est Donc, vraiment... Donc, c'est pas en allant en faisant une pétition à la mairie que vous avez fait ça? Ça peut. Mais c'est pas ça que vous avez fait. Exactement. Nous, l'idée, c'est vraiment de dire vous avez tout un tas de ressources que vous ignorez. Voilà comment vous pouvez les identifier. C'est un peu une pression, mais d'une autre manière. Exactement. Il y a deux formes de solutions. Soit vous devez mettre la pression à un décideur parce que vous ne pouvez pas le régler le sujet par vous-même. Soit vous pouvez régler le sujet par vous-même. Soit lui faire honte dans les médias. C'est un peu ça. Mais complètement. C'est un peu ça. Hein. Ça peut. C'est tout l'enjeu du contre-pouvoir. Et dans une démocratie, c'est très très important le contre-pouvoir. Les médias servent à faire contre-pouvoir, les associations, la société civile. Donc effectivement, c'est vraiment jouer le rôle de contre-pouvoir qui est absolument nécessaire dans une démocratie. En même temps, on ne peut pas tout faire à travers les... Non, c'est clair. Et on ne peut pas habituer les gens que ça marche uniquement comme ça. Non. Parce qu'après, on peut créer des dérapages. Voilà. Donc, le problème est réglé. Maintenant, on a trouvé une solution. Est-ce qu'ils ont trouvé une solution à leur problème? Est-ce que le chauffage a été réglé et ils ont du chauffage ou pas encore? Non, ça dépend. Effectivement, généralement, ces difficultés-là, elles ne se règlent pas aussi rapidement. Ça demande du temps. Là, en plus, on est en période de campagne municipale dans toutes les villes de France. Donc, il y a tout un tas de sujets qui remontent là-dessus. Voilà, l'enjeu, c'est de construire du pouvoir. Et ensuite, est-ce qu'on a la victoire ou est-ce qu'on n'a pas la victoire? Ça, c'est avec le temps qu'on les obtient, quoi. Ouais. Parlons un peu de la justice climatique. On avait commencé avec ça au début de notre rencontre. Qu'est-ce que vous faites pour la justice climatique concrètement? Comment vous êtes organisé? Alors, c'est une très bonne question. Nous, on est rentré sur la question climat assez tardivement. En fait, on était engagé d'abord sur les questions sociales et on a vu en 2019 les jeunes de notre génération s'engager dans des immenses marches climat. Et on s'est dit, mais pourquoi ces jeunes-là sont engagés là-dessus? On ne comprend pas leurs demandes et on ne comprend pas pourquoi on n'est pas dans ces marches. Et ils parlaient de monde à plus 1,5 degré, 2 degrés, et ça ne nous parlait pas beaucoup. Donc on a invité des experts, etc., pour nous expliquer en fait quel est le lien entre questions sociales et questions climat. Et typiquement, on avait invité une des personnes qui avait lancé le mouvement des Gilets jaunes en France. Donc le mouvement des Gilets jaunes est un immense mouvement qui est né après la hausse de la facture à la pompe à essence. Et donc justement, ça venait toucher les habitants
de zones périurbaines, de zones rurales qui utilisaient leur voiture pour aller travailler. Et donc, cette personne-là nous explique le lien très concret entre climat et justice sociale. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai un peu une prise de conscience sur ces questions en disant on peut aborder les questions sociales par les questions climat. Donc, j'en ai fait mon travail. Maintenant, je travaille à la Fondation européenne pour le climat. Et je suis rentré dans cette fondation donc, qui finance des associations en disant on doit soutenir financièrement les communautés qui sont les premières victimes. Donc on a monté des programmes, quartiers populaires, milieux ruraux, outre-mer, pour que les habitants puissent monter des associations pour adresser les questions climat. Je vous donne un exemple. Ça a permis notamment de fonder Banlieue Climat, qui est une organisation qui permet de rassembler des habitants de quartiers populaires et de les former sur les questions climatiques. Ça a permis de soutenir le collectif des luttes sociales et environnementales en outre-mer, qui est un réseau d'associations dans les territoires d'outre-mer sur la pollution de l'eau, sur le chlordécone, sur les questions de pouvoir d'achat, etc. Voilà, le climat, mais appliqué au social. C'est ça qu'on essaie de faire. Vous savez, ce qui me fascine dans tout ça, pas vraiment dans le bon sens du terme, c'est qu'on est obligé aujourd'hui de passer par ce type d'activité et d'action pour des choses qui sont évidentes. Totalement. Et fasciné, c'est pas le bon mot, je suis un peu sidérée de passer autant de temps. Parce que normalement, à partir du moment où on met sur la table l'idée que c'est trop dur pour certaines personnes de payer leur essence parce qu'ils sont obligés de payer, de prendre leur voiture, tout de suite, on doit s'en rendre compte qu'il y a des dizaines de milliers ou de centaines de milliers ou de millions de personnes. Et donc, il faut faire quelque chose. Totalement. Et c'est ça que je trouve un peu bizarre, et ça partout dans nos sociétés. C'est pas uniquement en France et dans d'autres pays européens, je pense que c'est un peu partout. Ça prend énormément de temps. Pourquoi vous pensez que ça prend aussi longtemps de tenir compte des besoins des gens ordinaires? Je pense qu'on est vraiment au cœur d'une immense crise démocratique. En fait, normalement, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et dans le système de représentation, on a maintenant une division qui est très claire, c'est que les personnes qui représentent le peuple ne sont plus nécessairement très connectées au peuple. Et donc forcément, lorsque vous ne venez pas de ces écosystèmes-là, lorsque vous ne connaissez pas cette difficulté, c'est compliqué d'apporter des solutions. Par exemple, il me semble qu'il n'y a pas plus de 6 ou 7 députés qui viennent de classes populaires à l'Assemblée nationale française. Forcément, les lois que vous prenez ensuite peuvent être très déconnectées. Donc, je pense que ça fait partie du problème. Par exemple, si on avait eu des personnes qui venaient de classes populaires et de zones rurales au Parlement en nombre, parce qu'il ne faut pas être ultra minoritaire, il faut être en nombre. Typiquement, une proposition comme la hausse de la facture d'essence pour ceux qui utilisent leur voiture pour aller au travail, potentiellement qu'elle ne serait jamais passée. Parce qu'on se serait dit, c'est pas possible pour les gens de laisser de côté leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer de l'essence. Sinon, ils ne peuvent pas aller travailler, ils ne peuvent pas se déplacer. C'est leur liberté, en fait, qui est mise en question. Donc, il y a une vraie crise démocratique là-dessus et on est au cœur de cette crise. Donc, d'un côté, il n'y a pas les bonnes personnes qui se présentent aux élections et de l'autre côté, on n'est pas suffisamment exigeant envers nos élus. Exactement. Je pense qu'il y a plein de barrières aussi. En fait, les habitants de milieux populaires, ils se présentent en masse aux élections. Mais le système des partis politiques les rend minoritaires. C'est-à-dire que, par exemple, on va les mettre très très bas sur les listes électorales. On va les mettre à des positions non éligibles. Pourtant, il y a des millions de gens qui se présentent. Et c'est juste qu'elles ne sont pas élues parce que les partis font un filtre. Et c'est la même chose de toute façon dans le système scolaire, par exemple. Lorsque vous êtes au collège, il y a à peu près la même proportion d'enfants d'ouvriers et d'enfants de cadres, à peu près 25% les deux. Lorsque vous passez dans le monde supérieur, ce chiffre s'effondre. Voilà, il y a un filtre qui se fait et je pense que c'est un des plus gros problèmes démocratiques dans lesquels on est plongé. Donc demain, vous allez participer à Arcoup à une rencontre qui va durer une bonne partie de la journée, en fait toute l'après-midi et le soir. Si mon programme est correct, vous commencez à 15h avec une table ronde citoyenneté en action, voix, contraintes, engagement et participation. Et ensuite, vous avez encore une autre intervention à 19h05, comment devenir un acteur du changement. Mais c'est pas votre premier jour en Roumanie. Vous avez déjà quelques jours depuis que vous êtes là et vous étiez à Iași. Racontez-moi un peu parce qu'il nous reste quand même 6-7 minutes à disposition.
J'étais à Iași, je suis arrivé dimanche. J'ai eu la chance du coup d'arriver à Iași. On est allé d'abord dans des zones autour de Iași, donc plus rurales. Et là-bas, on a rencontré des associations notamment qui utilisent l'art pour connecter à la fois des volontaires internationaux qui venaient de plein de pays, des jeunes, donc super intéressant. Ils venaient d'Égypte, du Maroc, d'Algérie, de République tchèque. C'était incroyable à quel point c'était mélangé. Et Ville francophone et très étudiante, avec beaucoup d'étudiants français Exactement. ou francophones qui viennent Exactement. là-bas. Voilà, pardon. Et donc, ils venaient pour mixer leur compréhension, par exemple, des communautés roms et les discuter avec les communautés roms de ces villages alentours. Donc, c'était une rencontre incroyable. J'ai visité aussi des écoles qui travaillent notamment avec la pédagogie du théâtre forum, qui vient justement de la pédagogie des opprimés de Paulo Freire. Donc c'était aussi super instructif. Puis ensuite, plus tard dans le programme, j'ai eu la chance d'être accompagné par un street artiste dans son quartier. Donc le quartier dit Dallas, qui n'est pas nommé Dallas par les habitants. C'est intéressant, c'est ce qu'il me racontait. Il me disait que c'était nommé par les gens qui sont extérieurs au quartier. Donc c'est un quartier très marginalisé de Iași. Et justement, ce qu'il montrait, c'était à quel point il y avait une fracture territoriale. Lorsqu'on voit les images et lorsque j'étais devant... Il y a quoi dans ce quartier ? En fait, c'est séparé de la ville par un mur. Et donc, y compris les jeunes, pour aller à l'école, doivent faire tout un détour pour justement passer du quartier à la ville et aller à l'école. Ce sont des zones qui n'ont pas de pavés, donc c'est très boueux, etc. Il y a beaucoup de maisons informelles à cet endroit-là qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'électricité de façon régulière, avec un désengagement très fort parce que la pauvreté y est très forte. Et voilà, et ce street artiste, justement, m'expliquait à quel point c'était difficile et à quel point il avait monté des projets qui permettaient de redonner la voix aux habitants et de redonner un peu de dignité, notamment avec le street art. Donc voilà, c'était un privilège de aussi comparer les différences, ce qu'il peut y avoir de commun aussi entre des quartiers populaires de France et des zones qui peuvent ressembler et ces endroits très marginalisés dans des villes comme Iași. Alors, parlons un peu des discussions de demain. Je vous pose les questions. Comment devenir un acteur du changement ? C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Déjà, je suis très content de participer à cette journée demain organisée par l'Institut français. Ce voyage, c'est vraiment une opportunité aussi de connecter des communautés qui s'engagent. Et je pense que dans la crise démocratique dont je vous parlais juste avant, c'est un outil ultra puissant. Donc, je suis vraiment très content. C'est la première fois pour moi en Roumanie et c'est un privilège. C'est une bonne question. Déjà, je vous invite et à toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir demain. Comme ça, vous pouvez avoir la réponse en direct. Mais non, je pense qu'il y a un sujet de savoir et comprendre que notre voix compte, qu'on peut y faire quelque chose. On a été habitué dans le système démocratique à déléguer notre pouvoir. Et à déléguer notre pouvoir justement à des gens qui potentiellement comprennent moins les réalités qu'on vit. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est vous pouvez y faire quelque chose. Et en étant formé, en étant accompagné et en essayant d'aller gagner petite victoire par petite victoire, on peut y changer quelque chose. Et la démocratie, ce n'est pas juste élire des gens. C'est nous la démocratie. Et donc... voilà, c'est un peu le message que je vais essayer de faire passer demain avec plein d'exemples et donc je vous y invite. Bon, rendez-vous demain et puisque nous avons encore 2 minutes à disposition, pas plus, quels sont vos projets pour l'avenir ? Qu'est-ce que vous rêvez de quoi ? Sans mettre des grands mots, parce que... C'est une immense question. Honnêtement, ça peut se résumer en un mot, c'est la dignité, c'est dans nos valeurs. Je pense qu'on va être dans une période très très compliquée dans les mois et les années à venir. Le nationalisme monte partout, les enjeux de division montent partout et donc la sécurité des gens et la dignité des gens va être remise en question encore plus. La seule chose dont je rêve, c'est la dignité pour les gens et le fait de sortir de ces enjeux de division parce qu'on y perd tous. Merci beaucoup, Ashraf Manar, pour votre visite. Merci. Luăm o mică pauză și ne le auzim puțin după ora 12 împreună cu curatoarea Julie Cren.